Après de nombreuses compétitions, une saison marquée par un départ lent, mais suivie de très bonnes performances, le fondeur Alex Harvey est de retour au Québec. Donc, je suis allé le rencontrer chez lui à Saint-Féréol-les-Neiges pour parler de sa saison. Donc, entrevue avec un athlète de chez nous, Alex Harvey. Alex Harvey, bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Oui, ça fait pas longtemps que tu es revenu au Québec, ça va faire du bien d'être de retour dans ses affaires. Oui, ça fait du bien. Ça fait une semaine environ que je suis revenu, donc là, juste pouvoir cuisiner un peu, faire mon lavage, coucher dans mon lit, ça fait du bien. Oui, retrouver ton monde aussi. Oui, revoir tous mes amis. J'ai un souper plus tard cette semaine, revoir ma blonde, ma famille, ça fait du bien aussi, là. Écoute, en général, est-ce que tu es satisfait de ta saison? Je suis très satisfait. J'ai dépassé mes objectifs même. Mon but, c'était de faire une médaille au championnat du monde. J'en ai fait 2. Donc, je suis très, très satisfait du travail que j'ai pu faire et des résultats que ça a amené. C'est ça, 4 médailles, dont 2 des championnats du monde. Fait saillant de ta carrière cette saison, c'est que tu es passé à l'histoire du ski canadien en devenant le premier fondeur à remporter ces 2 médailles-là, un championnat du monde. J'imagine que tu es super content. Oui, je suis très, très content, c'est ça. C'était la première fois que quelqu'un remportait plus qu'une médaille dans le même championnat. Donc, je me suis surpris un peu même moi-même, là. C'est ça, mais de passer à l'histoire, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, mais ça reste que c'est toute l'équipe qui contribue, l'équipe de fartage, l'équipe d'entraîneurs, massothérapeutes. On avait même un chef cuisinier avec nous là-bas, donc au championnat du monde. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe qui est derrière ces performances-là. Mais c'est quand même toi qui es à la première ligne. Ouais. Et on disait que les Norvégiens pour cette compétition-là étaient favoris. Ouais. Mais est-ce que je me trompe si je dis que tu es arrivé là-bas avec une énergie un peu différente? Tu étais vraiment confiant, tu avais le goût de performer. J'étais prêt. J'avais confiance en l'entraînement que j'avais fait depuis tout le printemps, l'été, l'automne. Puis le dernier camp d'entraînement avant le championnat du monde, on était en Italie en altitude, puis ça avait super, super bien été. Donc, j'avais des bonnes sensations à l'entraînement, des bonnes sensations dans les dernières Coupes du monde avant ce début de championnat du monde-là. Donc, j'étais confiant, oui. Donc, tu as surclassé les Norvégiens. T'es-tu content? Est-ce que c'est content. une rivalité que vous avez? C'est sûr. C'est eux autres, c'est comme les Canadiens au hockey un peu. Là, c'est vraiment le meilleur pays dans ce sport-là. Donc, au sprint, où j'ai terminé 2e, il y avait quand même 2 Norvégiens sur le podium avec moi. Puis après, aux 30 kilos, là, c'était bien. J'ai terminé 3e. Puis c'est une des seules journées où il n'y avait pas de Norvégiens sur le podium. Le meilleur Norvégien était 4e. Donc, je l'ai battu de une demi-seconde ou quelque chose comme ça. Donc, le monde était bien content que je garde les Norvégiens à l'extérieur du podium pour cette journée-là. Mais est-ce que c'est tout le temps ça avec les compétitions? Les Norvégiens, c'est vraiment votre bête noire ou vos c'est vraiment ceux à battre. Eux, c'est vraiment dans leur culture. Ils ont vraiment une grosse masse, beaucoup de profondeur. Donc, puis ils ont vraiment des programmes à la fine pointe de la technologie à tous les niveaux. Donc, c'est dur à compétitionner contre eux, mais c'est quand même possible de les battre, là. Oui, on l'a vu. Ta saison a commencé plutôt lentement. Est-ce que c'est un peu décourageant quand tu vois ça ou comment tu arrives à te ressaisir pour mieux rebondir dans les autres courses? C'était pas décourageant, c'était même planifié. Tu sais, le championnat du monde, c'était à la fin du mois de février jusqu'au début du mois de mars. Ouais. Donc, puis nous, la saison commence en novembre. Donc, si tu es au sommet de ta forme en novembre, là, tu vas peut-être garder ça au mois de décembre. Puis là, ça va commencer à descendre en janvier. Puis rendu en février, tu n'auras plus d'énergie. Donc, nous, c'était vraiment un build-up jusqu'au mois de février. Donc, chaque fin de semaine, je me sentais de mieux en mieux. Les résultats s'amélioraient de plus en plus. J'ai eu mon premier podium en janvier. Ensuite, un deuxième podium en février. Puis là, 2 autres au mois de février pour le championnat du monde. Donc, c'est un peu une période de rodage, là. Tout ça est planifié. Oui, c'est planifié. Puis chaque course sert d'entraînement aussi. Donc, le but, c'est ça, c'est d'aller en crescendo jusqu'à l'objectif principal. OK, au lieu de commencer trop fort, puis plus d'énergie. Ouais. Justement, parlons-en de l'énergie, parce qu'on lisait régulièrement sur toi dans les médias différents articles. Disait que tu puisais jusqu'au fond du baril de ton énergie pour compléter certaines courses et donner le meilleur de toi-même. Je sais que le sport, ça te met en compétition avec d'autres adversaires, mais souvent, j'imagine que c'est un combat un peu contre toi et ta condition physique. J'imagine que le gros combat se passe entre les 2 oreilles. C'est certain. Là, ce qu'ils te font, c'est un sport où la douleur est omniprésente, un peu comme le cyclisme ou l'athlétisme de fond, demi-fond. Donc, ça fait partie de la job de souffrir. On souffre beaucoup à l'entraînement, puis dans les compétitions, quand on met un dossard, puis quand c'est un gros événement, on est capable de souffrir encore plus. On est capable de se donner encore plus de mal. Donc, il faut bien vivre avec ça. Il faut être prêt mentalement aussi la veille de la course à vraiment souffrir la journée. Quand c'est un 30 km, c'est une épreuve de 1h15. Quand c'est un 50 km, c'est 2 heures de temps. Donc, aller à fond la machine, le corps, à la fin, il commence à plus avoir grand-chose à donner, mais le cerveau dit de continuer, là.
Fait que dans le fond, il faut que tu augmentes ton niveau de tolérance de la douleur, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est exact. Écoute, ta saison 2014-2015 est caractérisée par l'utilisation d'un skieur d'essai. Ouais. On en a parlé beaucoup. Il parlait de ton sosie, de même style, même gabarit que toi. Ouais. C'était quoi exactement son rôle? Bien, son rôle, c'était de tester les skis avant que moi j'arrive sur le site de course. Donc, dans le camion de fartage, j'ai une 50aine de paires de skis. Donc, ils sont faits vraiment pour toutes sortes de conditions de neige différentes. Donc là, le matin, bien, déjà la veille, ils ont une bonne idée de la météo qui s'en vient. Puis ils peuvent déjà faire une sélection la veille de la course. Donc le matin, lui, il va peut-être tester une dizaine de paires de skis. Puis là, il va en éliminer les moins bonnes, 4, 5, 6 paires, pour que moi, quand j'arrive, il en reste pas trop à tester. Puis là, on teste les skis ensemble. Puis une fois qu'on prend la décision de OK, ça c'est la meilleure paire de skis, moi je termine mon échauffement. Puis c'est souvent dans les 10-15 minutes avant la course que là les conditions parce que les conditions de neige évoluent durant la journée. Donc là, lui, il peut confirmer la sélection que j'ai faite là, tout près du départ pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Puis si on s'est trompé, il est capable de réagir parce qu'il sait qu'est-ce que j'aime comme type de ski et des choses comme ça. Donc, il est capable d'ajuster sans que je sois là parce que moi, je termine mon échauffement et des choses comme ça. Là. Donc, est-ce que ça a fait une différence pour toi? Oui, ça a fait une différence. Cette année, il y a juste 2 compétitions où on s'est planté dans les skis. Donc, pour nous, c'est un succès parce qu'il y a 36 épreuves de Coupe du monde dans l'hiver. Là. Donc, sur 36, juste 2 fois où on s'est planté. Pour nous, c'était un succès. Là. Donc, au championnat du monde, d'ailleurs, on avait parmi les meilleurs skis là, au monde. Donc, c'est sûr que ça a contribué là, au podium que j'ai pu aller chercher. Mais sinon, comment vous faisiez avant? Comment ça fonctionnait? C'est toi qui testais ça? Moi, je testais les skis. On a une équipe de fartage. Eux, ils sélectionnent le fartage, la cire qu'on met. Tu as la cire de glisse, tu as la cire d'adhérence. Donc, eux, ils choisissent la meilleure cire. Puis après, ils choisissent la meilleure structure qu'on peut mettre sur le ski. Il y a tout plein de détails techniques là-dedans. Puis moi, je m'occupais de tester mes skis. Mais maintenant, parce que tu peux avoir le meilleur fartage, mais si c'est pas sur une paire de ski qui est bonne pour la journée, ça va donner rien. Okay. Donc, il faut mettre le meilleur fartage possible sur la meilleure paire de ski possible. Donc, c'était ça qu'il fallait aller chercher. Là, entre autres, à Sochi, on s'est planté carrément là, au niveau du fartage. Donc, en fait, c'est en réaction suite aux insuccès qu'on a connus à Sochi, là, qu'on a amené ce skieur d'essai-là. Tu as terminé 9e au classement général. Pour toi, c'est un bon résultat? Oui, j'étais très content. Puis j'avais un peu sacrifié quand même le classement de la Coupe du monde en voulant vraiment piquer pour le championnat du monde. Donc, c'était une année où le championnat du monde, comme les Jeux olympiques, où toutes mes œufs étaient dans le même panier pour le championnat du monde. Donc, le focus était vraiment pour le mois de février, d'amener la forme au meilleur au mois de février. Puis, pour ça, il a fallu qu'on sacrifie un peu la forme au mois de novembre, mois de décembre. Donc, c'est là que j'ai perdu un peu de points sur mes compétiteurs. Il faut choisir ses combats aussi. Exact. Alex, tu étudies pour devenir avocat parce que, évidemment, après le ski de fond, là, on n'est pas rendu là, on ne parle pas de retraite. Mais écoute, il faut qu'il y ait une suite des choses. Est-ce que tu as le temps d'étudier? Comment ça fonctionne tout ça? Parce que j'imagine que c'est un peu compliqué. C'est sûr, c'est compliqué, mais j'ai quand même un super bon support de l'Université Laval. Ils m'ont supporté depuis que j'ai commencé en 2008. Donc, je prends des cours à la session d'automne. Donc, comme tout le monde, j'assiste physiquement aux cours jusqu'à l'examen mi-session. Puis ensuite de ça, là, la semaine de relâche. Puis souvent, après la semaine de relâche, je pars déjà en Europe au mois de novembre. Donc là, j'ai un étudiant avec qui il faut que je devienne ami un peu, qui est assez gentil pour m'envoyer les notes de cours. Donc moi, je suis à l'extérieur, je suis en Europe, m'envoie les notes de cours par email, donc je peux continuer à étudier. Puis je passe l'examen final à l'Université de Zurich en Suisse. Donc ça, c'est l'Université Laval qui prend un arrangement avec l'Université de Zurich en Suisse pour que je puisse passer l'examen à la même date que mes collègues de classe. Puis après ça, je prends des cours à l'été aussi. Donc là, ça va commencer le 4 mai. Le 4 mai, la session d'été va commencer. Donc je prends des cours là aussi. Puis ça, ces cours-là, je peux y assister à 100%. Donc, c'est assez accommodant comme programme. Oui, ils ont collaboré du début, là, depuis le tout début de l'Université Laval. Donc, j'ai été très chanceux de ça. Là, présentement, tu es au repos. Qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines semaines? C'est vraiment, on se repose avant de recommencer l'entraînement au mois de mai? Oui, c'est ça. C'est un repos. C'est bon pour le corps de déconnecter un peu puis de régler s'il y a des débuts de blessures ou des choses comme ça, de vraiment tout récupérer puis de recommencer à 100% avec des réserves physiques, mentales aussi, d'avoir le goût de commencer à s'entraîner. C'est important. Donc, le mois de mai va arriver vite. Puis après, les entraînements, ça va être... souvent, les entraînements, c'est plus difficile que les compétitions. Donc, c'est vraiment l'été, l'automne, c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, il faut être prêt à bien redémarrer. Là. Puis tranquillement, on pense aux Olympiques 2018? Oui, déjà l'an prochain, les entraîneurs des farteurs vont aller faire un voyage
en Corée pour voir les lieux un peu, commencer à analyser la neige, voir les parcours, filmer avec une GoPro, par exemple, tous les parcours pour qu'on puisse commencer à visualiser, voir s'il y a certaines sections du parcours où on peut faire une préparation spécifique. Donc, on commence déjà à y penser, mais on va quand même avoir des Coupes du monde au Québec aussi, avec à Gatineau, à Montréal, puis dans la ville de Québec. Donc, 4 épreuves là, puis 4 dans l'Ouest canadien. Donc, ça va être une belle année pour nous, là. Bref, on va continuer de suivre. Félicitations pour tes performances et merci Merci Alex de nous avoir reçus chez toi à Saint-Féréol. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.